parler du top 3 démence 2025. Donc en 2025, il y a eu plusieurs articles qui se sont intéressés, plusieurs études aussi qui sont intéressées sur les démences. En tout cas, moi, ce que j'ai choisi pour ce cours, ce sont ces trois articles qu'on essaiera de voir ensemble. Donc, premier article qui parle du PETO 217. Alors, les recommandations européennes actuelles rappellent que l'évaluation neuropsychologique reste la première étape avant de passer à la ponction lombaire ou à la TEP amyloïde, qui ne doivent être réservées qu'au tableau cliniquement évocateur. Mais l'arrivée des biomarqueurs sanguins, en particulier le PETO 217, a remis en question cet algorithme classique. Pourquoi? Parce que ces biomarqueurs sanguins sont accessibles et moins coûteux, parce que leur taux augmente précocement et sont détectables même avant l'apparition des troubles cognitifs. Ils sont en corrélation étroite avec la charge amyloïde, mais il faut garder en tête qu'il existe beaucoup de limites, notamment le chevauchement de leur concentration avec les profils A positifs, amyloïde positifs et amyloïde négatifs, et qu'il existe une influence de comorbidité et de facteurs de risque pour leur interprétation. Donc, l'objectif de cette étude était de déterminer si la valeur du PETO 217 dépendait du type de trouble cognitif initial, ainsi que d'évaluer le pronostic du PETO 217 sur le risque de conversion vers la démence. Les auteurs, alors, ils se sont basés sur deux populations, deux grandes cohortes françaises, Memento et Balthazar, qui incluaient respectivement 2300 et 1000 patients et qui les ont suivis sur 5 ans à 3 ans. Et c'est des cohortes qui incluaient des patients avec une plainte cognitive subjective. Donc, les auteurs ont divisé les patients selon les critères internationaux du Working Group. Donc, ils ont divisé les patients selon les plaintes cognitives subjectives, puis les patients qui présentent un trouble cognitif léger type Alzheimer et qui comprend l'amnésie hippocampique, logopénique, cortical basal, et les patients avec un trouble cognitif léger atypique pour une maladie d'Alzheimer et qui regroupe les formes dysexécutives, comportementales, corticobasales, ainsi de suite. Donc, tous les patients ont reçu un dosage du PETO 217 centralisé à l'Institut Pasteur de Lille et leur statut amyloïde était déterminé par le LCR ou bien par la TEP amyloïde. Donc, comme première étape, les auteurs ont essayé de déterminer le seuil de positivité qui permet de rendre le biomarqueur actionnable en pratique à la fois sensible et spécifique à hauteur de 90%. Donc, pour cela, ils ont déterminé une ligne orange qui délimite le seuil au-dessus duquel le PETO 217 sérique est considéré comme étant positif, avec une probabilité d'amyloïdose qui est augmentée. Une autre ligne bleue qui délimite un seuil au-dessus duquel le taux est considéré comme étant négatif et qui est avec une probabilité d'amyloïdose faible, et l'entre-deux est intermédiaire. Il faut garder en tête que les points bleus sont les patients qui vont évoluer vers une démence et les points oranges sont les patients qui ne vont pas évoluer vers une démence. Donc maintenant, si on regarde l'étude Memento, donc pour les patients bleus, les patients qui ne vont pas évoluer vers une démence, on retrouve que la charge de ces points bleus, on les retrouve ici dans les groupes amyloïdes négatifs, et cette charge, elle est au-dessous du seuil de 0,15. C'est-à-dire que ça va conférer à ce PETO 217 une valeur prédictive négative de 91 à 94%. Donc, les points orange, c'est les patients qui vont virer vers une démence. On les retrouve ici. C'est une charge qui est importante dans les formes Alzheimer typiques, avec une valeur prédictive négative à 84%. En conclusion, le PETO 217 est discriminant pour les formes typiques Alzheimer, mais moins pour les formes atypiques et moins pour les formes avec une plainte subjective isolée. Par contre, quand c'est négatif, ça va exclure une probabilité d'amyloïdose. Donc, en appliquant ces seuils sur la cohorte Balthazar, les résultats étaient très proches, ce qui montre la robustesse du modèle. En résumé, comment on peut appliquer ça en pratique quotidienne? Donc, il faut commencer par une évaluation clinique en premier, afin de déterminer le phénotype, s'orienter en notion du dosage sanguin, c'est-à-dire si c'est négatif,
ça va exclure l'amyloïdose. Si c'est positif, avec un phénotype de maladie d'Alzheimer, ben, ça va donner une bonne valeur prédictive positive, avec un risque de 3 à 5 ans en conséquent. Par contre, si c'est positif, avec un phénotype atypique, ou bien avec des plaintes subjectives subtiles, ou bien avec des taux intermédiaires, ben ça va, il faut passer alors à une ponction lombaire ou bien à un TEP amyloïde. Donc, passons maintenant au deuxième article, donc qui parle de la vaccination avec la vaccination contre le zona et l'incidence d'une démence. Donc, les auteurs se sont basés sur le fait que les virus neurotropes sont suspectés dans la physiopathologie de la démence, notamment la maladie d'Alzheimer. Donc, et cela repose sur plusieurs hypothèses, notamment la persistance à l'état latent dans le système nerveux, la réactivation chronique qui va engendrer une neuroinflammation, puis des dépôts amyloïdes et une hyperphosphorylation de taux, et parce qu'il y a eu des études qui ont découvert des marqueurs viraux de VZV chez les patients maladies d'Alzheimer en post-mortem. Donc l'idée était que la vaccination contre le zona pouvait empêcher une réactivation virale, ou soit grâce à un effet immunitaire indirect, ou bien en stimulant l'immunité innée. Donc l'étude a donc cherché à savoir si les patients, les personnes vaccinées contre le zona avaient moins de risques de développer une démence. Donc, cette étude a été menée en Australie, où le programme national australien de vaccination contre le zona a été introduit le 1er novembre 2016. Tous les patients qui avaient assez de là, un âge plus de 80 ans étaient exclus et ils ne devaient pas se faire vacciner. Par contre, les gens entre 70 et 69 ans, ben, la vaccination était gratuite. Donc, les auteurs ont profité de cela pour faire une étude avec une méthode de régression par discontinuité, c'est-à-dire qu'ils ont comparé uniquement les patients nés tout près du seuil du 2 novembre 1936, c'est-à-dire juste avant cette date-là et juste après. Donc, ils ont regroupé 18 000 patients. Et ils ont suivi ces patients sur une durée de 7 ans. Et ces patients-là n'avaient aucune différence observée concernant les pathologies chroniques, les soins préventifs, ainsi de suite. Donc, ce qu'on retrouve, c'est que pour les patients qui étaient éligibles à la vaccination, ces patients-là ont eu 3,7% de nouveaux diagnostics de démence contre 5,5% chez les patients non éligibles. Et c'était des résultats statistiquement significatifs. Donc, les auteurs aussi, ils ont refait leur analyse de plusieurs manières pour vérifier la solidité du résultat. C'est-à-dire que l'on change la manière de pondérer les patients, la forme du modèle, la période d'âge autour du seuil, ben cette baisse, elle reste toujours significative. Donc, bon, en tout cas, la diminution, elle ne dépend pas du délai de l'injection ni de la durée. Et elle est indépendante de tout biais de santé globale. Passons maintenant à la troisième article. Donc, en 2014, la commission du Lancet a identifié la pollution comme un facteur de risque de démence. Donc, plusieurs études observationnelles ont rapporté une association entre l'exposition chronique à certains polluants et la démence, mais les résultats étaient hétérogènes et contradictoires. Pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs facteurs. Déjà, le nombre d'études limité, les définitions variables, l'analyse restreinte à certaines populations et un risque de biais élevé. Donc, et face à ces limites, ils ont essayé d'évaluer l'association entre l'exposition prolongée à la pollution de l'air et l'incidence de démence, actualiser les estimations globales du risque pour identifier le polluant atmosphérique ainsi que les sous-types de démence et évaluer la robustesse des données disponibles. Donc, c'était une revue systématique et une méta-analyse. Et ils ont inclus 51 études pour la revue systématique et 32 études pour la méta-analyse. Et cela représentait 26 millions de participants. Donc, on voit ici un peu la répartition qui incluait l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Océanie. Donc,
Pour la revue systématique, on retrouve que la majorité des études se sont intéressées au P2,5 qu'on retrouve dans les trafics routiers, le chauffage domestique, les industries et les combustions, et le NO2, le dioxyde d'azote qu'on retrouve aussi dans les émissions automobiles, les chaudières et centrales. Et comme conclusion, on retrouvait qu'ils avaient un risque significatif associé à la démence pour le PM2,5 et pour le NO dioxyde d'azote. Pour la méta-analyse, donc pour le PM2,5, chaque augmentation de 5 microgrammes par mètre cube est associée à un risque accru de 8% de développer une démence. Pour le dioxyde d'azote, il était associé à 3%. Pour le carbone noir, c'était associé à 13%. Et l'analyse de ce groupe, ils ont trouvé que l'effet était plus marqué pour les démences vasculaires que pour la maladie d'Alzheimer, et cela par le biais d'une neuroinflammation. Et cela aussi dépendait de la variation géographique. Et je vous remercie. Merci.